Bénédicte en parlait, cet incendie qui était survenu en mars 2023, qui avait causé la mort de 7 personnes. Et parmi ces 7 personnes, il y a un drame qui avait profondément ému le Québec. C'était la disparition de la jeune Charlie Lacroix, 18 ans, qui avait appelé à l'aide. Elle avait même pris le téléphone, appelé au 911, n'était pas capable de sortir. Il y a une heure environ, je me suis entretenu avec son père, Louis-Philippe Lacroix, qui a accepté de répondre à nos questions, même si l'événement qui est survenu la nuit dernière lui rappelle de douloureux souvenirs. Mais M. Lacroix continue de se battre pour qu'on rende ces immeubles-là beaucoup plus sécuritaires pour que des drames comme ceux-là ne se reproduisent plus. Alors, je vous invite à écouter avec moi cet entretien. Monsieur Lacroix, bonjour. Bonjour. Monsieur Lacroix, le drame d'aujourd'hui vous rappelle évidemment de souvenirs absolument douloureux. Comment vous avez réagi en apprenant cette nouvelle ce matin? Ben, au début, en matinée, j'avais comme bouleversé de savoir là, que quelque chose de similaire arrivait avec les mêmes personnes impliquées, mais je vous dirais que plus la journée avance, plus c'est flagrant comment les similitudes sont absolument on dirait que c'est du copier-coller là, d'un événement à l'autre. Donc, c'est vraiment bouleversant là, de savoir qu'on en est encore là 18 mois plus tard. Ben justement, on en est encore là 18 mois plus tard. Est-ce que ça vous étonne ou vous croyiez à l'époque qu'on réussirait à avancer, à améliorer les choses? Ce que ça m'étonne, écoutez, honnêtement, j'aurais pensé, j'avais plus de foi au système que j'aurais peut-être dû. Parce que force est de croire là, qu'il n'y a pas eu grand changement là, depuis ce temps-là. Comment vous expliquez ça? Avez-vous un début d'explication pour comprendre ça? C'est un drame là, en 2003 qui a ému tout le Québec, qui a mis en lumière une situation qui était inacceptable et de voir qu'aujourd'hui, là, on revit une situation semblable, c'est presque impossible à croire. Je peux pas faire autre chose que ce soit relié à un manque d'effort, là, parce que il me semble que si on en avait la volonté de faire des changements, il y aurait eu des efforts qui auraient été faits. Il y aurait eu des mauvais événements, il peut toujours en arriver, là. Mais qu'on ait un copier-coller comme ça, absolument identique ou presque, semble peu invraisemblable. Autre qu'un manque d'effort, j'ai beaucoup de difficultés à le justifier. Manque d'effort de la part de qui, selon vous? Puis là, l'idée, c'est pas de pointer du doigt des coupables, mais il y a tellement de gens qui peut-être auraient pu s'investir pour essayer de corriger la situation. Avez-vous l'impression d'avoir été écouté dans les mois qui ont suivi le décès de Charlie? J'espérais bien que oui, comme je vous disais, mais malheureusement, force est de croire que probablement non. Qu'il y a eu d'autres priorités à l'agenda qui ont fait en sorte que ça. Il reste que, on est quand même rendu à 9 décès en date de maintenant. Est-ce que j'en espérant que ça ne change pas non plus? Mais il me semble qu'à 9 décès, on devrait commencer à penser à faire des changements. Monsieur Lacroix, si vous aviez un message à lancer au gouvernement aujourd'hui, ce serait quoi? Aussi simple on dirait que je me répète, mais ça reste quand même ça, c'est que mettez l'effort dans les paroles que vous dites, de le dire, puis de les s'apaiser une conscience, si on veut, en disant des belles paroles. C'est vrai que ça dure un temps, mais aujourd'hui, je pense que il y a des gens qui se disent peut-être j'aurais pu en faire plus, puis il y a peut-être des morts, ils ont peut-être la mort sur leur conscience. Drame humain encore épouvantable aujourd'hui. Quand vous voyez ça, évidemment, vous ne pouvez pas faire autrement, j'imagine, que de penser aux familles là, qui vont perdre ou qui ont perdu aujourd'hui un être cher. Il n'y a pas vraiment de message de consolation qu'on peut lancer. Non, il n'y en a aucun, puis c'est un peu sec ce que je vais dire, mais je leur souhaite, je souhaite que les familles soient avisées le plus rapidement possible. Dans mon cas, moi, ça avait pu prendre jusqu'à 12 jours. Avant qu'on retrouve le corps. Fait que, j'espère qu'ils vont pouvoir le savoir ça parce que l'incertitude, l'attente, puis le doute de savoir si ton enfant ou le membre de ta famille est impliqué dans ce drame-là est très, très difficile. Donc, je leur souhaite de l'apprendre le plus rapidement possible. Monsieur Lacroix, vous avez mené un combat public là, à la suite de ce qu'on appelle maintenant le premier incendie. Aujourd'hui, un deuxième dans des circonstances similaires. Vous l'avez noté. Est-ce que vous allez continuer de vous battre? Je vous dirais, à un certain point, je vous dirais encore plus après aujourd'hui parce que
Je pensais avoir fait le tour de la chose, mais force est de croire qu'il va falloir redoubler d'ardeur et continuer à marteler le message. Mmh. Et le message, là, si on le résumait en une phrase ou deux, le message fondamental, c'est lequel pour vous? Ben, le message, c'est parce que là, je veux pas parler non plus de ce qui s'est passé de l'incendie de ce matin, parce que, tu sais, la vérité, c'est que je vais parler sur des oui-dire, donc, c'est pas avec des faits. Mais, tu sais, au minimum, je vais dire ça comme ça, au minimum d'avoir, tu sais, des bâtisses, tu sais, avec une sortie de secours, serait déjà bien. Tu sais, c'est parce que moi, de mon côté, je suis présentement dans ma maison ou dans mon appartement. Tu sais, si j'ai besoin, s'il y a un feu, je sais par où je peux sortir puis comment je peux le faire. Puis, tu sais, ça se fait facilement. Tu sais, des feux, il va toujours en avoir. Mais est-ce qu'on peut s'en sortir? Est-ce qu'on a des sorties de secours? C'est déjà là, juste ça, ça va éviter des drames. Ce matin, si les gens avaient pu sortir, ils seraient sortis, là. Monsieur Lacroix, j'imagine ma fille, elle avait pas de fenêtre dans son appartement. Elle a appelé 2 fois le 911 pour dire qu'elle voulait sortir. Pas parce qu'elle voulait pas ou qu'elle pouvait pas. Elle pouvait juste pas. Fait que juste trouver un moyen de changer ça, ça va déjà être exceptionnel. Monsieur Lacroix, j'imagine combien c'est difficile pour vous aujourd'hui. Oui, ça doit vous rappeler des souvenirs absolument terribles. Je trouve que vous faites preuve de beaucoup de courage en venant témoigner au micro aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Pas de problème. C'était Louis-Philippe Lacroix, le père de la jeune Charlie Lacroix, 18 ans, qui a perdu la vie lors d'un incendie là, dans un immeuble du Vieux-Montréal en mars 2023. Dans la messagerie texte, quelqu'un nous pose une très bonne question. Est-ce que la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, a commenté? Est-ce que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a commenté également? Eh bien, on a fait des appels là, au cabinet de Mme Proulx et son cabinet nous a dit que c'était prématuré de commenter une possible corrélation entre l'incendie de la nuit dernière et celui qui est survenu en mars 2023. Donc, elle va laisser les autorités poursuivre leur enquête. Quant à Mme Plante, eh bien, elle, c'est sur Twitter qu'elle s'est exprimée. Pour l'instant, elle a envoyé ses sentiments, transmis ses sentiments les plus sincères à toutes les personnes touchées par ce drame. On a appris hier soir que 3 stations de la ligne bleue du métro de Montréal seront fermées pour une durée indéterminée pour des raisons qu'on qualifie de structurelles. Alors, ce sont les stations Fabre, d'Iberville et Saint-Michel. Tout ça est situé dans l'est et le nord de Montréal. Et l'ironie dans cette nouvelle-là, c'est que ce matin, il devait théoriquement y avoir un point de presse pour annoncer le lancement des grands travaux du prolongement de la ligne bleue du métro. Alors, la vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbeault, devait être là. Elle est également ministre des Transports. Elle devait être à notre émission aujourd'hui en plein à cette heure-ci pour amorcer l'émission, mais tout ça, avec l'annonce d'hier soir, a été annulé et c'est bien évident que dans le contexte actuel, l'occasion de réjouissance qui est l'annonce du prolongement de la ligne bleue de métro, on va attendre un petit peu avant de la faire. Alors, mais ça va causer des problèmes importants là, pour tous les usagers de la ligne bleue, mais tout ça illustre aussi le piètre état de nos infrastructures. Alors, pour en parler, j'accueille Christine Black. Christine Black est mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord. Elle est porte-parole d'Ensemble Montréal en matière de transport en commun. Madame Black, bonjour. Oui, bonjour, M. Quentin. Madame Black, comment vous réagissez à cette annonce qui est survenue tard hier soir, là, un problème majeur sur la ligne bleue du métro? Mais en fait, je dirais d'abord inquiète, ensuite très préoccupée parce que, premièrement, c'est une station qui est très achalandée. On le sait, c'est la porte, en fait, de l'Est pour plusieurs citoyens de Montréal. Puis on sait qu'elle rejoint également l'autobus 67, qui est la 3e autobus la plus utilisée, la ligne la plus utilisée à Montréal. Alors, c'est certain que c'est très inquiétant en termes d'impact sur notre population, surtout qu'on n'a aucune information à savoir est-ce que ce sera une fermeture de quelques heures, de quelques jours, de quelques semaines, voire de quelques mois. La question demeure entière à l'heure actuelle. Donc, de ce côté-là, c'est très préoccupant. Et ce l'est également par rapport à l'état, en fait, des infrastructures. Vous l'avez nommé d'entrée de jeu. Ce qu'on a eu comme information, en fait, c'est que la station
avait une note B, en fait, qui est une note sensiblement bonne en termes de niveau de désuétude des infrastructures dans la station. Et là, on comprend qu'avec une note B, malheureusement, ils ont trouvé des problématiques assez majeures qui ont fait en sorte que la station s'est fermée, a dû être fermée d'urgence. Alors, la question qui demeure actuellement, c'est qu'en est-il des autres stations qui ont des notes moins bonnes que cette station-là? Qu'est-ce qu'on peut retrouver? Alors, c'est très, très inquiétant pour l'état du réseau actuellement. Bon, je retiens dans tous vos commentaires, Mme Black, que vous dites que vous êtes dans l'ignorance la plus complète quant à la durée de la fermeture. Il n'y a rien qui a filtré. Là, j'entendais hier la porte-parole de la STM qui disait peut-être des jours, peut-être des semaines, mais c'est un ordre de grandeur qui est assez vaste, ça. Effectivement, et puis j'étais au point de presse ce matin et c'était encore très nébuleux à savoir à quel moment on allait avoir l'information. On comprend qu'ils sont en train de faire un état des lieux, mais de là à dire que ça peut être quelques semaines, quelques mois, ça demeure très préoccupant parce que ça veut dire que l'état est peut-être vraiment très très mauvaise si on se doute que c'est des travaux de cette ampleur-là. Alors vraiment aujourd'hui, c'est une très mauvaise journée pour les citoyens de Montréal. C'est bizarre dans la mesure où la ligne bleue est quand même la plus récente de notre réseau. Absolument. En fait, ça se trouve être dans les stations qui ont le moins au niveau de leur âge. Là, ce sont les plus jeunes. Exactement. Alors, quand on voit les autres stations, puis on les regardait aujourd'hui, là, il y avait entre autres de mémoire Peel de l'Église qui était dans les stations avec des notes E. On peut se demander à ce moment-là, ceux qui étaient dans les années 60, là, les premières qui ont été créées, dans quel état ils sont aujourd'hui. Donc, on attend bien sûr les réponses de la STM, mais en ce moment, je vous dirais que c'est un peu une tendance lourde en ce moment à la STM parce que, comme porte-parole à l'opposition, je pose régulièrement des questions au conseil municipal sur différents dossiers, que ce soit le nombre de postes qui étaient coupés, sur la station de transport Bellechasse, que les coûts ont explosé. Et malheureusement, à chaque fois avec la STM, c'est un manque de réponse, un manque de transparence, et c'est très malheureux. Bon, Valérie Plante, la mairesse de Montréal, elle blâme le gouvernement provincial. Là, ce matin, elle a déclaré, là, je la cite dans un article du Journal de Montréal, elle dit « Le fait que les investissements de la part du gouvernement provincial en matière du maintien d'actifs sont loin d'être à la hauteur des besoins. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou vous trouvez que Mme Plante elle-même et son parti et son administration ont une part de responsabilité? Ben en fait, c'est clair que le financement du transport en commun doit être augmenté et ça, là-dessus, le gouvernement du Québec doit mettre la main à la pâte. Mais au-delà de ça, vous devez comprendre également qu'avec les sommes qui sont octroyées, à mon sens, à moi, la transparence peut être au rendez-vous aussi. Donc, on peut avoir l'heure juste, on peut savoir où est-ce qu'on en est. Et de ce côté-là, c'est clair que du côté de l'administration, il y a énormément de travail à faire parce que, comme je vous dis, on a très, très peu de réponses actuellement sur un paquet de dossiers à la STM. Ça devient presque une habitude. Finalement, à chaque semaine, il y a des nouveaux dossiers, des nouveaux pépins qui ressortent. Et malheureusement, dans ce contexte-là, la transparence n'est pas au rendez-vous. Et c'est certain que ça prend toute une planification des travaux. Alors, c'est un travail qui peut se faire vraiment des deux côtés. Et à notre sens, Ensemble Montréal, l'administration Plante doit vraiment travailler sur améliorer le service qu'on donne aux citoyens. Et ça passe pas seulement par le financement de Québec. Madame Black, ce matin, on devait annoncer là, encore plus officiellement le prolongement de la ligne bleue du métro. Il y avait une conférence de presse. Madame Guilbeault, la vice-première ministre du Transport, devait être à Montréal. Elle avait même planifié des entrevues, notamment à notre émission, pour cette occasion, qu'en est une de réjouissance. Ça. On va de l'avant avec la ligne bleue. Tout ça a été annulé en raison des circonstances. Mais aujourd'hui, là, je vous pose la question. Vous, est-ce que vous y croyez profondément au prolongement de la ligne bleue du métro? Êtes-vous certaine que ça sera fait et qu'on va pouvoir voyager sur les nouveaux rails, les nouvelles stations d'ici 4 ou 5 ans? Ben en fait, je garde espoir. Là. L'annonce devait se faire ce matin et aux dernières nouvelles, les travaux commençaient à se mettre en branle. Donc, c'est certain qu'on souhaite fortement dans l'est de Montréal que les travaux de la ligne bleue voient le jour. Vous savez qu'à Montréal-Nord, je suis mairesse de ce bel arrondissement et les transports en commun sont particulièrement loin. Le métro est loin. Alors, par la ligne bleue, c'est certain que de notre côté, ça va nous rapprocher. Et tout l'est, on le disait, et c'était dans l'actualité cette semaine, que justement, l'est, pour que le développement de l'est se fasse,
faut que la ligne bleue arrive. Donc, que ce soit la ligne bleue ou même le projet structurant de l'Est, le tramway, doivent se faire, c'est clair. Le transport en commun, c'est important pour l'Est de Montréal. Et puis, moi, je continue d'y croire, en tout cas, que le tout va se mettre en branle. Bon, bien, souhaitons-le. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonne journée. C'était Christine Black, mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord et porte-parole d'Ensemble Montréal en matière de transport en commun. Au retour, on se penche sur l'incendie survenu dans le Vieux-Montréal la nuit dernière. Et c'est le moment de la chronique humeur de Hugo Meunier. Salut Hugo. Salut. Hugo n'est pas de bonne humeur. Tu es même, Hugo, je pense, en colère. Je suis en colère. J'ai passé la semaine en colère, puis malgré ce que je pensais, la sortie il y a une couple de jours du nouvel album de La Chicane, ça n'a même pas réussi à me calmer. Pourtant, ça s'appelle La Chicane. Oui, mais tu sais, habituellement, ça a un effet sur moi assez thérapeutique et j'avais pas le choix donc de remonter à la source de cette rage-là qui m'habite, quand même conscient qu'après la pluie et le beau temps, même si l'orage peut durer longtemps. Oh, bien joué. Merci. Bien joué. Je ferai pas de cachette, Philippe. Mes malheurs ont commencé ici à cette heure précise la semaine dernière en vous écoutant en direct depuis Jonquière où j'étais parti faire rayonner la littérature locale au Salon du livre de Saguenay. Il était bon, hein, Étienne? Il était écœurant. Sérieux, on a fait les ramener. Il était très bon. Entre deux dédicaces, je vous entendais vous esclaffer comme jamais durant le biais d'humeur de mon remplaçant et désormais némésis et rival. Oui, maintenant, je sais comment Patricia Paquin et la moitié des vedettes de Cogeco ont dû se sentir dans les derniers mois. Le plus cruel, ça a été d'entendre ma Catherine rire à gorge déployée devant les blagues correctes sans plus. Je faisais semblant. Je vais arrêter là. Au moins, mes cœurs étaient solidaires en riant à peine, mais je pense qu'il était sûrement en train de texter des filles comme d'habitude pendant l'émission. Quant à Fadois, difficile de ne pas ressentir une profonde trahison. Tu sais, je viens de la ramener de Québec, en plus, où on était assez proches. Bon, on était séparément à Québec, je tiens à dire. Votre segment dating n'est pas en péril. Mais durant le trajet de retour, en plus, bon, elle parlait sans arrêt comme d'habitude. Elle a dit des choses épouvantables sur toi, Philippe. Notamment, et je la cite, « Ah, mon très, très beau Hugo. » C'est toi, ça que tu dis, hein? C'est moi, c'est ma voix. Tu serais 1000 fois meilleur que Philippe pour animer le show. Même si t'es pourri au quiz de biz. Une vipère. Donc, je commençais un peu à dépomper quand je suis tombé en retard sur l'enquête de la presse sur les nombreux interdits dans les cours d'école. Vous savez de quoi je parle, là? C'est l'affaire qui a fait jaser cette semaine avec l'annonce du retrait de la vie politique de Marois Risky, qui a eu peur d'être pogné de Denis Coderre comme chef. Je veux dire qu'il est parti pour des raisons. Donc, l'enquête de la presse recensait des interdits comme lancer des balles de neige, descendre des escaliers 2 marches à la fois, sauter de la balançoire, chasser des insectes, chose de niaiseux alors qu'on sait que c'est les poux qui chassent les élèves, prendre son élan pour glisser sur un traîneau, du gros niaisage, tout le monde s'entend là-dessus, sauf ma blonde prof qui connaît sûrement rien là-dedans. Là. Mais bon, la presse, comme d'habitude, a tourné les coins ronds en oubliant de recenser plusieurs interdits. Par exemple, à l'école de mes enfants, c'est aussi interdit d'avoir une prof par classe pour l'année scolaire au complet, d'avoir de la climatisation, de ne pas regretter de ne pas avoir envoyé ses enfants au privé. Mais bon, tous ces interdits ont suscité, vous l'avez vu, des inquiétudes chez les experts, préoccupés par la surprotection de nos petits cocos. Même le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a enfin mis ses culottes pour prendre la décision la plus controversée de sa carrière politique depuis la Charte des valeurs, ramener le roi de la montagne. En entrevue, il a dit « Il faut permettre à nos enfants de vivre à l'intérieur d'un certain espace de risque. » T'sais, pas besoin de se sacrer en bas d'une butte de neige avec une petite couche de glace pour ça. Moi, j'envoie mes enfants chaque matin dans des écoles en ruine et je pense que ça comporte un certain espace de risque, M. Drinville. Parlant du roi de la colline, j'étais à Québec hier pour assister au match des Kings au centre Vidéotron. Habile, hein? Non? Non, pas Le roi de la colline, non? Hugo Meunier 1, Étienne Marcoux 0. Okay. En tout cas, je ne reviendrai pas sur la polémique entourant la décision du gouvernement de subventionner 2 matchs de l'équipe californienne pour 7 millions de dollars. Et je vais être honnête, je vais être transparent. Au départ, j'avais écrit des jokes à l'effet que l'événement serait un fiasco, mais c'était une soirée survoltée. L'amphithéâtre était rempli à craquer, les cris étaient stridents. J'ai encore mal au tympan. La foule était heureuse d'avoir de la visite de Los Angeles en début de tournée. Oh non, c'est ça. Je suis mélangé avec le show de Billie Eilish. OK. Non,
tout ça, quand même, en dit long sur les priorités de la CAQ. Puis, bon, la Ville de Montréal, c'est pas bien mieux là, d'avoir cédé l'immeuble voisin du cabaret La Tulipe à un maudit fatigant encore plus intolérant que la Ville de Saint-Lambert au complet. Mais je veux pas revenir sur cette histoire-là, on en a assez parlé. Je voulais juste dire au passage que ça faisait longtemps qu'un Pierre-Yves n'avait pas autant fait jaser dans les médias. Ça va en studio? Ça va bien. On est encore là. J'ai plus de poux, attendez. Le temps file, ça achève. Je sais pas si je vais avoir le temps de faire ma blague à l'effet qu'un Patrick Laine qui souffre d'une blessure au genou, c'est un peu l'équivalent d'un Patrick Genou qui souffre d'une blessure à l'aine. Oui, je sais que Michel Baudry est pas encore mort, c'est pas de ma faute si je me suis réincarné en lui d'avance. N'empêche que ça n'a pas de bon sens, des gens qui ont pris pour cible Cédric Paré, le joueur des Leafs responsable de la blessure de l'aine. Même sa famille a reçu des menaces de mort et des insultes, des comportements, à mon sens, inadmissibles, indignes, à un tel point que je suis allé écrire directement sur la page Facebook de ces fous furieux, en copiant-collant « Hey, le cave, si t'arrêtes pas tes menaces à l'endroit de Cédric Paré, m'a trouvé ton adresse, m'a allé te péter à gueule, puis m'a perforé tes pneus de char avec un tournevis. » Comme vous voyez, je suis contre la violence sous toutes ses formes. Et c'est pas pour rien que j'ai dénoncé haut et fort les commentaires misogynes à l'endroit de Léa Clermont-Dion émis par l'auteur et compositeur Stéphane Venn sur la plateforme X. Le parolier derrière le tube, et c'est pas fini, c'est attirer les foudres de pas mal tout le monde en affirmant que l'autrice adoptait un code sexuel hyper connu en posant la bouche ouverte, le cou incliné de côté. Pour ceux qui suivent pas puis qui savent pas à quoi je fais référence, juste vous abonner au compte Instagram Catherine Rose Beauchamp. Je fais jamais ça. Bon, Stéphane Venn... Ouais, peut-être une ou deux. Je cherchais entre vous deux, puis c'est toi qui as gagné. Stéphane Venn s'est depuis excusé et retiré rapidement son tweet, mais le mal était fait. Et le mouvement de soutien nommé Bouche ouverte et tête penchée s'est répandu comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. À Gaza et Beyrouth, des milliers de femmes sont descendues dans la rue entre deux bombardements au nom de la sororité. Et l'autre scandale là-dedans, c'est peut-être d'apprendre que Stéphane Venn, 83 ans, était toujours sur le payroll de la Ville de Montréal comme conseiller en communication. Ça explique bien les affaires. Je pense qu'en terminant, un bon ménage s'impose à la Ville de Montréal pour insuffler un bon vent de jeunesse. À tout hasard, le parolier Pierre Huet vient à peine d'avoir 75 ans. En plus, ses idées sont nettement plus progressistes, à condition, bien sûr, de ne pas mettre de la brume dans ses lunettes pour éviter de faire de lui un animal Ginette. Oh, bravo. Grand retour. On va quand même rappeler Étienne. Merci. Oui. Il a déjà été appelé. Je suis en train de regarder mon Instagram, voir j'en ai combien des photos de moi. J'en ai vu une couple. Excellent, Hugo. Benoît Cléroux est un passionné des Nordiques. Il vit à Montréal aujourd'hui, mais il s'est beaucoup intéressé à l'histoire de l'équipe. Et là, Benoît est en studio. Bonjour, Benoît. Bonjour. Et tu publies un livre en compagnie de ton collègue Pierre-Yves Dumont sur l'histoire des Nordiques. Ça s'appelle « Il était une fois les Nordiques ». 100 joueurs se racontent. Un gros volume, plus de 500 pages. Qu'est-ce que c'est exactement? Ben, c'est l'histoire des Nordiques racontée par ceux qui l'ont faite, vraiment, les joueurs. Donc, il y avait eu des dirigeants. Il y a des dirigeants qui ont raconté l'histoire des Nordiques à leur façon au fil des ans. Michel Bergeron, Jean Perron, Jacques Demers. Jacques Demers, excellent livre de Mario Leclerc. Voilà, très bon livre. Oui. Mais le point de vue de Jacques, alors je trouvais que c'était intéressant d'avoir l'histoire des Nordiques, mais racontée par vraiment les joueurs. Ceux qui nous ont fait aimer les Nordiques, dans le fond, hein, parce que c'est eux qu'on allait voir, c'est eux qu'on allait applaudir. Donc, puis plusieurs, la quasi-totalité n'ont jamais écrit de livre sur les Nordiques. Il y en a un ou deux, peut-être moins connus. Paul Stewart a fait un livre, là, mais à part ça, il y a peu de gens, je crois, qui l'ont lu. Alors, c'était ça l'intérêt de tout ça, de leur donner la parole. Et ce sont eux, finalement, ce sont eux qui racontent l'histoire. Voilà. Et ce qui est intéressant dans la formule que vous avez utilisée, c'est qu'il n'y a pas de narration. On voit le nom du joueur, il raconte un épisode de sa carrière, un ou deux paragraphes, et puis là, on enchaîne comme ça, puis on tisse l'histoire de chaque saison. Est-ce qu'il y a Eric Lindros? Il n'a pas joué. Il n'a pas joué. C'était ça la question. Ça aurait été le chapitre, l'antépisode ou l'épilogue. On en parle. Il y a des joueurs qui en parlent, évidemment. Tony McKegney qui était là à Buffalo la journée où Eric a été repêché. Mais sinon, effectivement, il faut vraiment que les joueurs aient joué pour les Nordiques. Il a fallu se limiter un petit peu quand même. Sinon, on aurait pu demander à plein d'autres gens aussi. Est-ce que les plus grandes vedettes de l'histoire des Nordiques ont participé? Je pense à Marc Tardif, à Réal Cloutier, à Daniel Peter Bouchard, Stachny, Michel Goulet. Il y en a plusieurs. Pas tous les noms que vous venez de nommer, mais la très vaste majorité. Daniel Bouchard, c'était
une belle entrevue de plus de 2 heures qu'il m'a accordé au téléphone à partir de chez lui à Atlanta, parce qu'il est retourné en Georgie après sa carrière, et plein d'autres là, qui ont vraiment eu la gentillesse de nous accorder du temps. Puis c'est pas juste des vedettes, même que parfois les souvenirs de joueurs qui ont peut-être moins joué, peut-être dans certains cas qui ont joué seulement 2 matchs, 3 matchs, ben leurs souvenirs sont aussi valables et parfois même là touchants. Donc, Benoît, tu connais très bien l'histoire des Nordiques quand tu as consacré déjà un livre. On essaye. Oh non, tu fais plus qu'essayer, tu réussis. Est-ce que tu as été surpris par des conversations que tu as eues avec des joueurs? Est-ce que toi-même, là, qui es un expert de l'histoire des Nordiques, t'as appris des choses? Ben, on peut voir des matchs encore sur YouTube et tout ça, donc on a une bonne idée de ce qui se passe sur la glace. Mais à l'extérieur de la glace, pourquoi tel joueur jouait pas? Pourquoi son entraîneur ne le faisait pas jouer? Bon, des fois, il peut y avoir un conflit de personnalité, mais des fois, ça peut être une raison aussi simple que, lui, son contrat faisait en sorte qu'il était payé moins cher dans les mineurs. Donc, il l'envoyait dans les mineurs parce que ça coûtait moins cher. Alors que tel autre joueur, il était payé le même montant quand il jouait dans les mineurs puis dans la Ligue nationale. Donc, il gardait dans la Ligue nationale parce qu'il voulait pas avoir l'air fou puis l'envoyer dans les mineurs, ça aurait coûté le même prix. Donc, des fois, c'est des raisons aussi simples que ça. Puis donc, les joueurs nous apprennent ça. Puis, on se rend compte aussi, les échanges, ça fait partie, oui, du sport, ça fait partie du jeu, mais ça demeure quand même un gros choc là, pour ces joueurs-là. Est-ce qu'ils étaient contents de s'en venir à Québec, les joueurs? En général, oui, sauf pour, bien sûr, l'aspect financier. Mais encore là, Wilfrid Paiement le raconte, là, en Ontario, c'est quasiment la même chose, les impôts. Il n'y a pas une grosse différence. Mais évidemment que les États-Unis, John Anderson nous racontait quand les joueurs recevaient leur chèque de paye à Québec, là, ils amenaient les selles puis une serviette pour que la personne puisse pleurer là, en voyant son premier chèque de paye. Mais sinon, les joueurs adoraient jouer à Québec, les partisans, l'ambiance, l'atmosphère. La Grande Allée aussi. La Grande Allée et bien d'autres. Le Dagobert. Oui, d'ailleurs, on dit que la première année des Nordiques en 79, les premiers mois, la Ligue nationale, c'est ça, les Nordiques étaient tellement bons, c'est parce que les autres équipes découvraient Québec. Oui, qu'est-ce qui fait, après toutes ces années-là, que le club demeure mythique, puis des gens, par exemple, que des jeunes pourraient être intéressés aussi à ce livre-là? Là? C'était une équipe des ligues majeures, vraiment de la Ligue nationale de hockey. C'était incroyable. C'était gros, les Nordiques. On pensait juste à ça, mais presque, là. Je veux dire, moi, j'allais à l'école, mais après l'école, là, on pensait au match. On décorait, là, le salon quand c'était un gros match contre les Canadiens ou un match des séries éliminatoires. Vraiment, c'était très important pour nous, puis c'était important pour le Québec. La ville de Québec, bien sûr, en premier lieu, mais des partisans des Nordiques, il y en avait partout. Ben oui, il y en avait partout, Fadois, si tu me permets, parce que j'ai grandi à cette époque-là à Québec, parce que les Nordiques incarnaient une certaine idée du Québec. C'est la première organisation dans la Ligue nationale qui a fait du hockey purement en français. Le président était un francophone, le directeur général était un francophone, l'entraîneur était un francophone, les chèques étaient en français, les annonces étaient en français, puis en plus, il portait essentiellement le drapeau du Québec sur le dos, puis il le portait fièrement partout. Les fleurs de lys sur le chandail étaient une commandite du ministère du Tourisme du Québec. Au tout début, oui. Tout à fait. C'est le premier chandail qui a été commandité, c'est celui des Nordiques. C'est vrai, tu as bien raison de le mentionner. 1974, la troisième année des Nordiques dans l'Association mondiale de hockey. C'est un travail colossal, de rejoindre 100 anciens joueurs. Oui, c'est d'où l'intérêt justement de faire équipe avec Pierre-Yves. Un chic type là, que j'ai rencontré en 2017 là, d'un événement qu'il avait organisé là, justement pour les 40 ans de la Coupe AVCO, parce que les Nordiques n'ont pas gagné la Coupe Stanley, mais ils avaient gagné la Coupe AVCO lors du temps où ils évoluaient dans l'Association mondiale de hockey. Donc, Pierre-Yves, j'ai rencontré là et même à un moment donné, il a réalisé une entrevue avec Goran Augusta, un gardien suédois de l'époque, la première saison de la Ligue nationale. Mais je me suis dit, pourquoi pas faire un livre avec Pierre-Yves, puis justement, essayons d'aller chercher le plus d'anciens joueurs possible. Je dois avouer qu'une centaine, c'était beaucoup. Il y a eu 317 joueurs en passant là, dans l'histoire. Évidemment, il y en a qui sont décédés. Il y en a qu'on n'a aucune idée où est-ce qu'ils sont. Il y en a qui travaillent encore. Il y en a qui sont entraîneurs. Donc, évidemment, sont plus difficiles à rejoindre. Mais sinon, on a réussi à en avoir une centaine. Est-ce que vous sentez qu'on a perdu un peu de l'amour qu'on avait pour les Nordiques ou l'importance qu'on leur accordait dans le sens où il reste juste le Canadien de Montréal, on en a que pour le Canadien de Montréal. Puis les Nordiques, ça s'étiole un peu avec le temps, là, ce qui reste de cette équipe.
Possiblement, mais les Nordiques, c'est un peu comme les expos, puis bon, ça donne mal. J'étais aussi partisan des expos, fait que j'ai perdu mes deux équipes. Comme Philippe, c'est peut-être de votre faute à vous deux. Voilà, mais c'est des histoires un petit peu tragiques, les Nordiques, les expos, contrairement aux Canadiens, bon, les glorieux, ainsi de suite, là, 24 Coupes Stanley, et, tout le kit. Bon, ça fait longtemps, mais quand même, on n'arrête pas là, de s'en souvenir. Alors que les expos, les Nordiques, c'était des équipes peut-être plus proches du peuple, je sais pas. Qui n'ont jamais rien gagné. Ou presque, dans le cas des Nordiques, la Coupe AFCO, mais quand même, les gens s'en souviennent pas. Mais ils ont gagné, l'estime des partisans pendant des années, et c'était le plus important. C'est un livre qui s'annonce magnifique. Là. Il était une fois les Nordiques, 100 joueurs racontent. C'est Benoît Cléroux et Pierre-Yves Dumont qui ont interviewé tous ces joueurs-là. Bravo, Benoît. C'est un ouvrage qui me semble vraiment très intéressant. J'en ai parcouru quelques pages et j'ai hâte de m'y plonger. Alors, bon succès. Et moi, je vous dirai plus tard que le 20 avril 1984, les Canadiens de Montréal éliminaient les Nordiques de Québec lors des séries éliminatoires de la Coupe Stanley. Pourquoi tu parles de ça, là? Parce que c'est ma chronique de tantôt. OK. Le but, était-tu bon? Mon Dieu, Get a Room! Non, mais je suis pas sûr. C'est quoi la chanson? Je suis pas sûr que je file sexy avec cette tune-là. Non, c'est une atmosphère détendue. Club, détendue. Non, années 70, motel un peu miteux du boulevard Tachereau. Ça amène au rapprochement. Ouais, c'est Santana. Ah, mon père adorait Santana. OK, je comprends. Là, Quel est le thème de la chronique dating aujourd'hui? Comment faire une approche, disons, claire, limite insistante, sans trop insister, puis sans être trop lourd. Puis pourquoi je suis arrivé avec ce sujet-là, c'est que y a beaucoup de gars, puis le but de faire cette chronique à deux, c'est d'avoir les deux perspectives. Puis moi, de mon côté, il y a beaucoup de gars qui disent c'est un peu difficile des fois d'approcher les filles. Tu les approches dans un bar, tu te fais virer de bord, t'envoies un message, la fille ignore ou elle dit rien, puis là, tu sais pas trop sur quel pied danser. Puis avec tous les mouvements sociaux, ben des fois, on perd un peu nos repères. Donc, comment on recadre un peu les repères? Moi, la première chose que je dirais par rapport à ça, c'est insiste pas au pire. Si tu le sens pas puis c'est pas clair, laisse tomber puis passe à autre chose. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, prenez-le pas personnel, les gars, si des fois les filles vous disent non, vous virent de bord de manière un peu rough, parce que si vous parlez à des filles et que vous prenez le temps de discuter avec elles de leurs expériences passées, vous allez comprendre que vous êtes peut-être le 8e, voire le 15e, voire le 20e à avoir une approche des fois qui est pas toujours délicate, qui est pas toujours agréable, et c'est ce qui fait que les filles sont un peu sur le gros nerf des fois. Moi, je suis de la génération, je sais pas si le livre It's Just Not That Into You, laisse tomber, il ne te mérite pas, c'était un film après. C'est une phrase célèbre. Exact, puis ça a été vendu à 3 millions d'exemplaires, ce livre-là. Laisse tomber, il ne te mérite pas. Ouais, exactement. Il y a même un film. Exact. Mais ça vient de Sex and the City. C'est ça, c'est les auteurs de cet épisode-là de Sex and the City qui font un livre ça a 20 ans, mais c'est encore super actuel, sur un peu pour donner des conseils aux filles, pour dire, perdez pas votre temps. Un gars intéressé va t'appeler. Un gars intéressé va trouver du temps pour te voir. Un gars intéressé va s'arranger pour te faire de toi une de ses priorités. Donc, puis il y a un plein d'exemples un peu rigolos de ça. Et je pense que c'est vrai. Parce que il y a un peu l'anglicisme read the room, là, qui s'applique autant aux gars puis aux filles. Ceci étant dit, le film finit quand même avec une histoire à la Hollywood. La fille se fait rejeter par le gars qui l'ignore un peu, mais finalement, il voit la lumière. Dans la vraie vie, c'est rare que l'autre personne voit la lumière. Des fois, de juste laisser aller, et peut-être que des années plus tard, cette personne reviendra. Homme qui n'a pas d'intérêt au début pour une femme ne peut pas en développer? Non, j'ai pas dit ça. Je dis juste que très souvent, si ça fonctionne pas ou tu sens pas que ça fonctionne, c'est que ça fonctionne pas. Laisse aller, laisse reposer. Des fois, des années plus tard, et là, je parle d'expérience vécue. C'est peut-être pour ça, dans le fond, Fadois, que j'ai pris ce sujet-là. Parce qu'il y a des années, j'avais rencontré quelqu'un qui m'a dit, d'ailleurs, dernièrement, qu'elle me trouvait un petit peu au-dessus de mes affaires, ce qui est pas complètement faux. Je sais pas pourquoi elle pense ça. Je sais pas. Hey, j'ai pas changé, comme je l'ai dit. Je suis rendu où je suis aujourd'hui parce que j'étais un petit peu au-dessus de mes affaires. Mais tout ça n'est qu'un vaste personnage, comme Hugo, d'ailleurs, qui est beaucoup moins confiant qu'on le croit. Tout ça pour dire que... Je suis l'enfant du milieu. 15 ans plus tard, elle m'a dit, je sens aujourd'hui que t'es beaucoup plus posé, t'es un petit peu plus, en bon québécois, groundé, t'as des assises plus solides, puis je voulais
Oui, plus belle automobile. Mais... Oui, aussi. Et ça m'a donné envie d'aller prendre un verre avec toi. Puis finalement, on s'est vu, puis c'était très agréable. La difficulté aujourd'hui, c'est que la plupart des premières approches se font en ligne, soit via des applications ou des réseaux sociaux. Des fois, on connaît la personne, mais on la contacte en ligne. Donc, on n'a pas le verbal ou le non-verbal, pardon. T'sais, on sait pas trop. Donc, des fois, tu te dis, bon, est-ce qu'il était occupé, puis là, il m'a répondu un peu sec. Ou des fois, c'est sa façon de communiquer par écrit. S'il fait des fautes, Fadois, c'est-tu bon pour toi? Hey, moi, sérieusement, je serais pas capable. Je serais pas capable. Non, c'est comment on fait pour insister. Ben, si écrit ça va, là, S-A-V-A, là, partez à courir. Salut, ça va? Ou c'est quoi encore sur... mon Dieu, OK, oublie ça. OK, comment on fait pour pas trop insister? Je regarde Hugo, mais c'est pas... Parce que t'étais sur ICQ, entre autres. C'est quoi? C'est sexe, ville et... j'ai oublié. En tout cas, laisse faire. Tes questions ne sont guère précises. Non, mais parce que je l'avais dans ma tête, on efface, on recommence. Donc, la chronique comment on fait? C'est pas de ma faute à moi. Inviter quelqu'un avec une invitation ouverte qui permet à l'autre de refuser au pire. Ça, c'est vraiment pas malaisant. Par exemple, dire « Ah, je m'en vais à tel endroit, je fais telle activité. » Je m'en vais aux pommes, ça te tente-tu? Genre, quelque chose comme ça. Puis avec une journée, une date précise aussi, ça peut être agréable. Donc, tu laisses la porte ouverte, t'indiques à la personne, ben moi, je vais voir, ou j'ai vu passer tel film, j'aimerais bien aller le voir. Est-ce que c'est le genre de film que t'apprécies? On pourrait peut-être y aller ensemble. Fadois? C'est parce que des fois aussi, c'est l'activité qui convient pas à la personne. Par exemple, moi, si un adepte féru de vélo là, veut aller faire une promenade, ça va pas m'intéresser, même si la personne... On va à Rimouski, on passe samedi matin à 10h. Tu dis, je n'aime pas le vélo, mais je pourrais faire autre chose, non? Mais je voudrais bien te voir en cuissard. Non, mais c'est pour ça que je suis pas d'accord nécessairement d'avoir des activités trop précises. Parce que des fois, si ça tombe pas dans tes intérêts, ben après... tu peux peut-être avoir un rejet ou un refus qui n'est pas lié à l'interaction avec la personne. Mais tu ouvres la porte. Oui, c'est vrai. Moi, je trouve que déjà, l'approche de tenter d'approcher, parce qu'une des choses que beaucoup de filles ici au Québec reprochent aux gars, c'est de pas faire la première approche, c'est d'attendre et que les gars sont pas très entreprenants. Donc, d'ouvrir la porte avec une porte de sortie aussi, parce que si la personne est mal à l'aise, ben tu veux pas la mettre dans un coin aussi. Même chose quand tu rencontres quelqu'un dans un bar, tu veux pas la mettre dans un coin, insister, mais tu peux approcher un regard de loin, au pire, offrir un verre. Est-ce que je peux t'offrir un verre et une discussion? Moi, je trouve que ça fonctionne toujours très bien. Parce que c'est vrai que beaucoup de filles, et j'en fais partie, on joue parfois à l'indépendante, genre la hard to get. Bon, merci. Enfin, il fallait que... J'attendais que tu le dises. J'attendais que tu le dises. Parce que là, j'ai l'air d'un gros macho avec mon sujet. Vous savez qu'il y a un commentaire qui fait réagir dans la messagerie texte. Là. Quelqu'un qui dit, parce que je reviens sur est-ce qu'on écrit bien ou mal, puis si quelqu'un écrit mal, est-ce que c'est une cause potentielle de rejet? Dans la messagerie texte, quelqu'un dit, moi, j'écris pas bien, mais j'ai 25 employés qui travaillent dans mes 2 compagnies, alors. Ouais, mais c'est parce que ça prend plus que ça aussi. C'est dans le sens où, pour chacun, moi, en bon québécois, chaque torchon sa guenille. Moi, une fille qui dit... Donnez-moi une poubelle, je vais aller vomir. Non, mais dans le sens où je peux pas reprocher... des propos de Mika. Je peux pas reprocher... Écoutez 2 secondes. Je peux pas reprocher à quelqu'un d'avoir des critères sur sa liste puis de dire, ben moi, c'est le genre de choses qui me dérangent ou c'est le genre de choses que je recherche. Donc, un ou l'autre, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Qu'est-ce que vous, personnellement, vous aimez ou pas? Puis après, c'est bien plate, mais moi aussi, je fais des fautes. Fait que Fadois et moi, vous avez compris pourquoi ça fonctionne pas. Est-ce que t'écris ça va? S-A-V-A? Ça dépend. Mais moi, je trouve, si c'est toujours toi qui initie les rencontres ou que le gars attend avant de confirmer, c'est parce que t'es un prix de consolation et c'est plus un côté sexuel qu'il recherche puis pas nécessairement initier quelque chose. Donc, ça se sent quand même. Et moi, j'aimerais répondre aux 2 personnes qui viennent de nous écrire il y a un instant. Quelqu'un écrit « Mon Dieu que c'est compliqué d'être jeune et célibataire. » Oui, et c'est pour ça qu'on a une chronique dating tous les vendredis pour vous aider à démêler tout ça. On vous a pas vraiment aidé aujourd'hui, mais on vous a expliqué à quel point ça pouvait être complexe. Mais juste avant de finir, est-ce que appeler quelqu'un en pleine nuit sans dire un mot juste pour respirer dans le téléphone, c'est une approche agressive? Si c'est ta femme, c'est correct. Ah, OK, c'est bon.